secondes. Il est question de 3 chapitres sur les transformations de la matière. Alors il y avait la transformation, les transformations physiques, les transformations chimiques, et donc voici les transformations nucléaires. Alors on commence par les isotopes. Pour caractériser un élément chimique, on utilise le numéro atomique. Le numéro atomique, ça veut dire le nombre de protons qu'il y a dans chaque atome. Donc le nombre de protons va nous dire s'il s'agit de carbone, de fer, d'or, etc. Alors des isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Alors par exemple, pour le carbone, il y a 2 isotopes ici. Donc pour les distinguer, ces deux-là, on les appelle carbone 12 et carbone 14, mais ce sont 2 atomes de carbone. La différence réside dans le nombre de neutrons. Donc pour le premier, on a 6 protons, c'est le numéro qui est en bas, le numéro atomique, donc il y a 6 protons. 12, ça indique le nombre de nucléons, donc aux 6 protons, on va rajouter 6 neutrons, et on a bien les 12 nucléons. Dans le second, on a 6 protons également, mais pour arriver à 14, il va falloir ajouter 8 neutrons. Alors, dans les transformations nucléaires, on va parler des particules. On fait la distinction entre les transformations chimiques et les transformations nucléaires. Donc, vous avez vu que pour les transformations chimiques, il y a seulement les électrons des atomes qui intervenaient pour former des liaisons, pour former des ions, et donc les atomes étaient préservés. Ça veut dire que si vous faites une réaction chimique avec du plomb, eh bien vous allez vous retrouver avec un composé à base de plomb, mais vous ne pourrez jamais le transformer en autre chose que du plomb. L'atome de plomb va être conservé. Pour les transformations nucléaires, c'est le noyau de l'atome qui va être modifié. Donc ça veut dire qu'on va éventuellement pouvoir transformer du plomb en or. Les particules qui réagissent dans les transformations nucléaires, elles vont donc être caractérisées par 2 choses. Dans le noyau, on repère le nombre de masses, donc c'est le nombre de nucléons, et le nombre de charges. X représente le symbole de la particule. Donc ça peut être le symbole d'un atome, mais en physique nucléaire, il y a des symboles de particules un petit peu particuliers. Alors, quelques exemples de particules qui sont utilisées dans les équations nucléaires. Par exemple, celle-ci, P. Alors, on a 1 en haut et 1 en bas. Donc, 1 en haut, ça veut dire que le nombre de masse, c'est 1. Donc, ça pèse quelque chose. Et 1 en bas, ça veut dire que la charge, c'est une charge élémentaire. Donc, la particule que vous connaissez qui a une charge élémentaire positive et qui pèse quelque chose, en fait c'est un proton, c'est juste le proton. Alors si on prend celui-ci, 1 en haut, donc ça veut dire qu'il pèse quelque chose, mais 0 en bas, ça veut dire qu'il n'a pas de charge. Donc ce qui va peser quelque chose et qui n'a pas de charge, c'est un neutron. Celui-ci, alors il va peser rien ou presque rien, donc 0 en haut. En revanche, il est chargé, 1 en bas. Donc ça c'est un positon, ça veut dire le contraire d'un électron, c'est un électron positif si vous préférez. Et donc on va avoir l'électron du coup négatif, donc qui ne pèse presque rien, donc 0 en haut, et moins 1 en bas, il y a une charge élémentaire qui est égale à moins 1. Donc ça c'est l'électron. Alors avec toutes ces particules et puis les symboles des atomes, on va pouvoir écrire des équations nucléaires. Pour écrire les équations nucléaires, ça ressemble un petit peu aux équations chimiques. On doit traduire la conservation du nombre A et du nombre Z, donc du nombre de masse et du nombre de charges. Alors je vous donne un exemple d'équation nucléaire, le carbone 14, qui va se désintégrer en azote 14 avec émission d'un électron. Donc cette équation s'écrit de cette manière-là. Cette équation, elle est équilibrée, et pour savoir si c'est équilibré, on a la conservation du nombre de masse. Donc du côté gauche, on a 14,
Et du côté droit, on va avoir 14 plus 0, ça fait 14. Donc le nombre de masses en haut est bien conservé. En bas, on doit repérer la conservation du nombre de charges. Donc en bas, on a 6. Et du côté droit, on a 7 moins 1, ce qui fait 6 aussi. Donc on a la conservation du nombre de charges ici en bas. Les réactions nucléaires, elles peuvent dégager beaucoup d'énergie. Alors par exemple, le Soleil. Si le Soleil dégage de l'énergie, c'est parce qu'il y a des réactions nucléaires qui s'y déroulent. On peut penser à l'énergie d'une centrale nucléaire aussi, l'énergie d'une bombe atomique, l'énergie des volcans, la lave qui vient de la Terre, en fait le magma qui peut sortir d'un volcan. En fait, cette énergie, elle provient de transformations nucléaires. La Terre, elle existe depuis 4 milliards d'années, un peu plus de 4 milliards d'années. Donc depuis ce temps-là, elle aurait eu le temps de se refroidir, mais en fait, elle est toujours chaude parce qu'il y a des réactions nucléaires qui se passent dans le noyau. Et donc, toutes ces énergies-là, ces sources d'énergie, ce sont des transformations nucléaires qui fournissent cette énergie.